Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Suite à un petit congé qu'on a pris, on se retrouve ce soir, un jeudi. Donc, ce jeudi 26 mai, très bonne web radio ce soir avec des invités très importants dans le milieu. Et le thème aujourd'hui, les contrats d'entretien, de rénovation et de construction, puisque vous savez très bien qu'on a énormément à faire dans les années présentes en travaux. Donc, ce soir, nous allons couvrir ce sujet que je sais d'abord, dès le départ, qu'on va manquer de temps, mais on va parler de ça ce soir. On va étudier les types de contrats, et on va parler de la supervision, des chantiers, etc., etc. Donc, ce soir, la web radio est une commandite de Gaudreau Assurance. Alors, partenaire de la soirée, la firme Gaudreau Assurance, qui est énormément présente en copropriété. La firme Gaudreau Assurance ont aussi aidé plusieurs syndicats à se sortir d'une fâcheuse position avec leur assurance de copropriété. Donc, on vous invite à les contacter pour l'assurance de votre copropriété. L'équipe de Vincent Gaudreau se fera un plaisir de vous aider pour votre syndicat de copropriété. Donc, c'est notre soirée ce soir et je suis accompagnée de nul autre que moi-même, toujours, qui vous présente la soirée de ce soir, de M. Daniel Delassalle de Toiture DLS, qui va nous parler des travaux, puisque les travaux de toiture, c'est toujours des grands travaux. Alors, bonsoir Daniel, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Deux autres invités qui sont très connus dans le domaine de la copropriété, qui sont énormément reconnus pour leurs compétences, leurs connaissances. Maître Yves Jolicoeur, bonsoir Maître Jolicoeur. Bonsoir. Et on a avec nous l'architecte très reconnu, M. Georges Fallat de Gapim. Bonsoir, M. Fallat. Bonsoir, bonsoir. Alors, merci à vous trois d'être avec moi ce soir pour parler à nos auditeurs. Et j'y vais d'entrée de jeu immédiatement avec la première question pour Maître Jolicoeur. Maître Jolicoeur, on parle de contrat, de type de contrat. On peut penser à quel type de contrat qu'on retrouve fréquemment en copropriété? Il y a trois types de contrats. Puis évidemment, on va parler ce soir de contrats en lien avec les travaux autour du bâtiment. Parce qu'effectivement, on peut avoir des contrats de gestion, on peut avoir des contrats avec un avocat, un mandat d'avocat. Alors, essentiellement, ce soir, on va travailler autour de tout ce qui est contrat en matière de restauration de bâtiments, de rénovation de bâtiments, voire même de travaux en direction d'un pavillon dans une copropriété. Donc, effectivement, les administrateurs doivent avoir à l'esprit qu'il y a un cadre contractuel qui est délimité par le Code civil du Québec. C'est souvent pour les administrateurs un sujet délicat. Pourquoi? Parce qu'ils s'en remettent bien souvent aux entrepreneurs qui se présentent. Ils n'ont pas forcément toujours les réflexes, voire même les compétences de bien assimiler les types de contrats qui vont leur être présentés. Alors, pour l'essentiel, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que celui qu'on voit le plus souvent en copropriété, c'est le contrat à forfait. Ce contrat à forfait est paramétré par l'article 2109 du Code civil qui dit lorsqu'un contrat est à forfait, le client, donc évidemment, dans ce cas-ci, ce serait le syndicat, doit payer le prix convenu. Il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'en a été prévu. Pareillement, évidemment, la contrepartie, l'entrepreneur ou le prestataire de service ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. C'est l'entrepreneur pour dire, oui, bien, j'avais mal estimé la portée des travaux ou j'avais pas prévu certaines choses. Il ne pourra pas. Alors, évidemment, le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Alors, évidemment, l'avantage de ce type de contrat pour des syndicats de copropriété, c'est qu'ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que dans un contrat forfait, ils ne se ramasseront pas avec une facture, avec un dépassement de coût, qui est bien souvent difficilement gérable en copropriété parce que si on parle de grands travaux,
On va parler forcément en amont d'une cotisation spéciale. La dernière chose qu'un conseil d'administration veut présenter à une assemblée courtière, c'est de leur dire on vous a revendiqué une cotisation de 850 000 mais savez-vous, une mauvaise nouvelle, ça en coûte 1,5 million. Alors, c'est sûr et certain que les administrateurs préfèrent le contrat à forfait. C'est sûr qu'ils contrôlent enfin un peu plus leur destinée en cette matière. Bon, maintenant, il y a des inconvénients. Pourquoi il y a des inconvénients? C'est évident que l'entrepreneur qui est confronté à un contrat à forfait, lui, il va gonfler son prix, forcément, parce qu'il va vouloir se garder une marge pour le risque associé aux mauvaises surprises. Alors, bien souvent, le contrat à forfait va coûter plus cher que le contrat que je vais vous présenter par la suite, parce qu'effectivement, le côté aléatoire est supporté par l'entrepreneur qui va demander évidemment un coût supplémentaire. Alors ça, c'est le premier type de contrat que l'on retrouve, bien souvent en copropriété. Le deuxième, c'est le contrat à prix coûtant majoré, ce qu'on appelle dans le jargon le cost-plus. Bon. Alors, ce type de contrat, c'est, dans le fond, une entente entre le syndicat et l'entrepreneur qui, lui, va, dans le fond, ils vont déterminer la portée des travaux forcément, et on va parler un peu plus tard durant cette émission du rôle des professionnels du bâtiment, on va déterminer la portée des travaux. L'entrepreneur va facturer de ce qui lui en coûte. Si, un exemple, il se fait livrer sur le chantier 3 mètres de cubes de béton, ben, il va facturer à son client le coût de la société de cimenterie va facturer, mais il va se rajouter une marge bénéficiaire sur le coût des travaux. Alors, c'est pour ça qu'on va prévoir une majoration, souvent à pourcentage du coût des travaux. Donc, d'une certaine façon, le client en est souvent intéressé parce qu'il se dit l'entrepreneur va travailler pour avoir le meilleur prix, puis l'entrepreneur, mais c'est normal, il va se prendre une marge bénéficiaire sur le contrat. C'est les articles 2108 du Code civil qui traitent, dans le fond, de ces dispositions des contrats à prix coûtant majoré. Et puis, il faut savoir aussi, puis ça, c'est intéressant, M. Fallon nous reviendra sur cette question-là durant la présentation. Il existe dans le marché des contrats types qui ont été conçus par le Comité canadien des documents de construction. On parle souvent des CCDC. C'est, dans ce cas-ci, un CCDC 3. C'est des modèles de contrats types qui s'appliquent en cette matière. Bon. Évidemment, je vous ai parlé des avantages, le fait que le syndicat va payer le juste prix, plus évidemment une marge bénéficiaire. L'entrepreneur n'aura pas tendance à gonfler le prix parce que lui, il facture ce qui lui en coûte plus un profit. Maintenant, c'est des avantages, mais il y a des inconvénients significatifs pour les copropriétés. Et quels sont ces inconvénients? C'est essentiellement le caractère imprévisible du coût des travaux qui peut parfois mettre le syndicat dans une situation délicate parce qu'il n'aura pas forcément tous les moyens financiers, puis il ne pourra pas non plus, dans le cadre d'un appel de charge, prévoir précisément le coût du contrat. Troisième type de contrat, je parle évidemment ici des contrats les plus fréquents parce que tous ces contrats-là peuvent comprendre des modulations. C'est ce qu'on appelle le contrat forfaitaire à prix unitaire. Bon. Alors, dans ce cas-ci, on s'entend sur un coût unitaire d'exécution de travaux. Je donne l'exemple dans la fiche pratique. C'est le peintre qui va pouvoir convenir avec le syndicat que le coût pour repeindre 4 escaliers extérieurs sera facturé à l'heure. Je vous charge tant de l'heure. C'est un prix unitaire. Ou encore, il va dire, je vous charge tant par escalier. Non, je ne sais pas. 5 000 $ par escalier. Donc, on va être en présence d'un prix unitaire. Bon, évidemment, ce type de contrat comporte un caractère forfaitaire, le forfait, évidemment, comme on l'a vu dans le cas précédent. Alors, évidemment, on ne sait pas toujours
exactement le nombre d'unités en démarrage de contrat. On essaie de le définir pour évidemment circonscrire le coût réel des travaux. Alors, donc, ce type de contrat-là, évidemment, il y a un intérêt. Si, c'est un exemple, j'ai décidé que repeindre des escaliers, c'est 5 000 des escaliers de métal, puis j'en ai 4, finalement, j'en ai 2 autres, bien, je vais pouvoir, en tant qu'entrepreneur, que si j'en fais 2 autres de plus, ça sera un coût de 5 000 par escalier. Alors, évidemment, le gros inconvénient en matière de copropriété, c'est évidemment le fait que le coût réel, on va le savoir à la fin des travaux, mais encore là, le syndicat a un certain contrôle sur l'amplitude des travaux et sur le coût essentiel. Alors, on vous a mis évidemment dans cette fiche pratique les 3 types de contrats. Quelques bons, ce qu'on appelle le bon savoir des fiches, il est là, et à retenir. Donc, on est réellement dans une dynamique d'éducation populaire et l'objectif, évidemment, c'est de permettre au conseil d'administration de mieux comprendre la dynamique contractuelle en matière de copropriété. Je précise, M. Jolicoeur, que c'est très bien détaillé, juste assez pour que les copropriétaires, les administrateurs se retrouvent bien avec l'information qui est disponible. Donc, j'invite les gens à aller sur Condo Légal et d'aller voir toutes les fiches pratiques. C'est très simple. Vous mettez un mot, 2 mots, vous allez trouver toutes les fiches ou les thèmes qui peuvent être associés à ce mot-là. Ça permet rapidement de vous guider dans votre prise de décision. Merci, M. Jolicoeur. Ma prochaine question elle va de suite à Daniel de la salle. Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps quel type de toiture on peut retrouver pour aider les gens? Parce que c'est quand même un gros morceau, la toiture. Et dans ce sens-là, quel genre de contrat vous suggérez, vous, à vos clients, pour se référer à ce que M. Jolicoeur vient d'expliquer, tous ces types de contrats-là? Puis, comment aussi vous réagissez quand on a un partenariat avec vous, avec un expert comme Georges Falloc qui débarque sur le site, etc. Fait que, pouvez-vous nous parler un petit peu je vous ai donné 3 questions en même temps. Pouvez-vous faire commencer par une, s'il vous plaît? En commençant par une, on va y aller avec les sortes de toitures le plus fréquent, qui est la membrane élastomère. D'un premier temps, quand on refait une toiture, souvent c'est asphalte et gravier qui est présentement. Mais ce produit-là n'est plus ce qui était. Donc, on y va avec la membrane élastomère et les exigences à Montréal qui sont de la membrane blanche. Oui. À coup sûr. Avec ce produit-là, c'est des toitures qui vont durer entre 25 et 35 ans. Donc, moi, je suggère fortement à mes clients d'aller avec une membrane élastomère. Pour les coûts, les coûts sont plus chers qu'un asphalte et gravier, mais la membrane élastomère dure pas mal plus longtemps. On parle de combien de différence de coûts, par exemple? Juste donner une idée aux gens. Écoute, je te dirais, une membrane élastomère, on va jouer dans le 12 le pied carré, si tu veux. Puis, un asphalte gravier, on est rendu à quoi? On doit être rendu à 10 le pied carré. Quand même, pas si grosse différence. Pas une si grosse, mais l'asphalte gravier va durer entre 10 et 15 ans, comparativement à une membrane élastomère qui est de 25 à 30 ans, tout dépendant. L'entretien. Tout dépendant de la ventilation, de l'isolation aussi du bâtiment, c'est ce qui est bien important pour assurer une nouvelle membrane pour qu'elle dure son temps de vie utile. OK, parfait. C'est ce qui est bien important. Un manque d'isolant ou un manque de ventilation va user les membranes prématurément. Donc, moi, je suis bien gros avec l'isolation, puis j'explique souvent aux clients que si on assure une membrane élastomère sur un bon isolant avec une bonne ventilation, bien, notre toiture va durer beaucoup plus longtemps avec un entretien périodique aussi, qui est bon aussi à donner comme conseil aux clients. OK. Puis chez Toiture DLS, on fait quel genre de contrat pour des copropriétés? Parce que vous travaillez beaucoup dans le marché de la copropriété. Oui, ce que je fais, bien, nos contrats, nos soumissions sont faites pour les membranes élastomères beaucoup. OK. Je te dirais, moi, on fait un prix d'entrée, comme j'appelle.
Puis ensuite de ça, on a souvent les inconvénients, ce qu'on peut, M. Fallet va pouvoir en parler tantôt, surtout dans les condos. On arrive avec une nouvelle membrane. Quand on arrache la toiture, on se retrouve avec des parapets à refaire en plywood. Donc, c'est tout des extras ça, à calculer. Un pontage de bois qui a été mal ventilé pendant 20 ans, si tu veux. Bien là, on va se retrouver avec un contreplaqué qui va être en fin de vie, qu'il va falloir remplacer. Puis, avec mes soumissions, bien, tout est détaillé au pied carré. On va y aller avec le client en lui disant, bien, tu as tant de pieds carrés, bien, ça va vous coûter tant de surplus pour un nouveau plywood au plancher ou un nouveau plywood au parapet. Ou si la ventilation est inadéquate, on refait une ventilation. Si on ne peut pas refaire une ventilation, j'explique au client qu'on doit refaire sûrement une nouvelle isolation. Tout est détaillé dans les soumissions. Fait que le client, les questions qu'il pose, on va les référer à soumission. C'est ce qui est le plus clair, mettons, dans mes contrats. Parce qu'on ne peut pas vraiment, comme Yves parlait tantôt, les contrats forfaitaires. C'est des contrats qui sont, malheureusement, en toiture, c'est dur à y aller avec ça. Parce que si on prend, mettons, un contrat forfaitaire, je vais dire au client, ben regarde, moi, je vais me mettre dans l'optique qu'on remet un plywood à grandeur, si tu veux. Puis si on y va avec avec le prix au pied carré d'un nouveau plywood à grandeur, bien, ça monte de beaucoup. Fait que ça fait peur souvent aux gens. C'est pour ça qu'avec un plan et devis que Georges peut auparavant mettre en devis, avec ça, on peut s'en aller. Puis le client est plus juste. Il est plus juste à savoir ce qui va en découdre du prix. Le risque est moins élevé pour le syndicat qui a fait faire des plans et devis. Puis ça, je vais passer la parole à Georges Falla, mais dans le sens où l'effet de surprise, il est au début du projet. Il n'est pas en fin. Parce que quand il fait un plan de devis, on s'enligne vers ça selon les soumissions qu'on reçoit, puis c'est un peu le chose. Mais justement, pour vous, comme professionnel couvreur, quand vous avez parce que souvent, on va penser que les gens comme Georges Falla qui débarquent sur un chantier font peur parce que là, ils ont un pouvoir de dire ça, c'est pas bien fait, etc. Comment vous voyez ça, vous, comme couvreur professionnel, ce type d'aide-là, de partenariat? Ben, moi, je prends ça du bon côté en voulant dire que c'est un argument d'un professionnel de plus qui arrive. Puis, on travaille en partenariat. Souvent, je travaille en partenariat avec M. Fallat. Puis, on s'entraide. Tu sais, M. Fallat, il va mettre un plan de vie. Puis, quand on arrive sur les lieux, on se rend compte qu'il faut bien un petit changement. Ben, au moins, M. Fallat, il est là pour nous aligner à dire, ben, le petit changement, on va le faire comme ça. Puis, on va l'emmener pour le mieux avec ce qu'on a sur le chantier. Puis moi, ben écoute, je n'haïs pas ça parce que ça me protège de mon côté, ça protège le client de l'autre côté. Pour puis ça protège M. Fallat aussi de l'autre côté. Tu sais, on tombe tous protégés avec un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble. Moi, de mon côté, moi, j'aime ça avoir un œil, un optique autre que le mien, mettons, sur une problématique qu'on trouve en chantier. Puis, non, moi, travailler avec un autre professionnel, là, j'ai aucun problème avec ça. Même que je dirais que j'encouragerais les clients à y aller de l'avant avec un professionnel comme Georges avant d'octroyer un contrat à un contracteur tierce. Là. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Daniel. On va vous revenir. Justement, Georges Falla, dans un premier temps, j'aimerais que vous reveniez sur quelque chose qui est important, sur les travaux de l'enveloppe, parce que c'est réservé aux architectes. Et je pense que c'est méconnu beaucoup dans la copropriété. Et j'aimerais ça que vous parliez un peu de votre intervention dans les grands travaux sur l'enveloppe.
Je vais en parler si vous permettez. Ben, merci. Je vais parler de l'enveloppe du bâtiment. Oui. Pour nous, les architectes, j'espère que les gens vont comprendre quand même que l'enveloppe, c'est pas juste la toiture. Pour nous, c'est vraiment la toiture, les portes, les fenêtres, les balcons, et même encore, on se rend jusqu'à mur de fondation. Et l'enveloppe du bâtiment, il appartient à l'architecte. Et pourquoi? Pas parce que c'est Georges, non. C'est parce que nous, dans nos études, on étudie et on pratique, on exécute tous les détails d'étanchéité et parfois, on fait plusieurs détails pour arriver à une étanchéité. Et ça, c'est dans notre domaine. C'est sûr qu'il y en a d'autres professionnels qui s'immiscent dans l'enveloppe du bâtiment, mais c'est pas Georges qui va les empêcher. Mais tout ce que j'essaie à dire, c'est que l'enveloppe du bâtiment, il appartient au professionnel qui est l'architecte. Maintenant, pour les grands travaux, mettons, j'ai une toiture pour 10 000 pieds carrés. 10 000 pieds carrés, c'est des gros travaux quand même. On parle de 200, 300, 400 000. C'est pas parce que ça vaut la peine. Il faut, selon moi, et je prêche pour mon paroisse, qu'il faut faire des plans d'exécution. Et ces plans d'exécution, c'est une assurance pour le syndicat. Et dans ces plans d'exécution, on trouve les détails, les produits. Et à ce moment-là, quand les soumissionnaires vont soumissionner comme Daniel, ils vont soumissionner la même chose. Ben oui. Ils vont soumissionner pour les mêmes produits. Et si vraiment il y a un substitut, c'est le professionnel, il va savoir si oui ou non. Quand on écrit dans nos plans, on dit membrane ICO 180 ou l'équivalent. Mais il ne peut pas m'amener un autre type de membrane qui est TPO. D'accord? Donc, à ce moment-là, l'exemple est flagrant parce qu'on ne parle pas le même coût au pied carré. Je vais revenir un petit peu aux différentes toitures quand même. Les différentes toitures qu'on a, on a des toitures en bardeau avec des pignons, 5, 6 versants. Et il y en a beaucoup des copropriétés qui ont ce genre de bardeau. Et ça prend des détails. Ça prend des plans d'exécution, les nous, les lucarnes, les fêtes, à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, il faut voir la ventilation. C'est pas juste faire le bardeau. Parce que si vous manque de la ventilation dans l'entretoit, votre bardeau, il ne durera pas longtemps. Ou bien il va crisper de cette façon ou à l'inverse. Donc, à ce moment-là, c'est toujours important d'avoir des plans. Puis quand on fait des plans, nous, on pèse nos crayons, on pèse nos mots en disant que ça respecte le code et où vraiment, il y en a un échange qui peut se produire avec l'entrepreneur. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Il y a son expérience quand même, on le respecte. Mais à la base, des plans pour la soumission, pour des projets, moi, je dis à partir de... comme tantôt, maître Jolicoeur qui a dit que c'est pas la grandeur du projet, c'est vraiment l'importance d'assumer une étanchéité quand je fais une toiture. Parce qu'il y a deux responsabilités. Quand on fait les plans, c'est la responsabilité du couvreur conjointement avec le professionnel. S'il arrive un problème, vous allez appeler un ou l'autre, mais on est responsable conjointement. Ça, c'est important de le savoir. Oui, c'est important. Puis, Georges, quand vous parlez de du conjoint responsable des deux, ça donne encore plus de garantie au syndicat qu'il a bien fait son travail quand il a fait le projet de réfection. C'est sûr, parce que ce n'est pas vrai. Et moi, j'en ai pris l'année passée 2 toitures où il y avait, je m'excuse Daniel, je veux le dire quand même, c'est pas toi qui as fait la soumission. Il y a un couvreur, mais c'est pour 400 000 $ refaire la toiture en membrane estomac. Point final. 400 000 $. C'est ça le syndicat qui a signé. Quelle garantie, quelle assurance qu'on peut avoir en signant un contrat comme ça? Le couvreur, il est de bonne foi, mais là, quand même, pour 400 000 $, là, ils se sont trouvés avec d'autres problèmes, mais là, on est en train de revenir. Quand même, le couvreur, il est de bonne foi. Pour continuer, si vous permettez, c'est important quand même au niveau des toitures. Les toitures, j'ai parlé de toitures en pignon, 4, 5, 6 versants. Il y a des toitures bitume
et gravier, comme Daniel il a parlé, c'est la conventionnelle. Actuellement, il est rendu à 5 plis et non plus de 3 plis. Et selon moi, selon mon expérience, ça ne vaut pas la peine de faire des toitures de cette nature parce que, on vit beaucoup de problèmes de boursouflure. Au niveau de la membrane, le bitume actuellement, il est vraiment de piètre qualité. Ça dépend où il vient. Et ça vaut la peine de faire en membrane elastomère, comme Daniel y parlait, parce qu'on n'a pas beaucoup de différence quand même au niveau du coût. Membrane elastomère, c'est la seule différence, c'est qu'au niveau d'entretien, c'est plus facile à l'entretenir. Et deuxièmement, au niveau de durée de vie, 25-30 ans. Et même si j'ai un problème boursouflure ou infiltration d'eau, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est tombé sur la toiture, la réparation est un charme. C'est vraiment facile à réparer. L'autre membrane, c'est la membrane inversée, comme on appelle. Ça, on ne peut pas faire des tests là-dessus, mais on peut, par exemple, enlever jusqu'à l'isolant. L'isolant, une fois il est enlevé, on peut faire des tests facilement. Et puis, aujourd'hui, on a des membranes minimum 1/8 de pouce. Puis ces membranes, leur ennemi, c'est la stagnation d'eau. Et là, à ce moment-là, c'est pourquoi, quand le professionnel il a les plans, là, il se prépare pour vraiment préparer les plans en fonction d'une toiture plate. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Dans le fond, il faut préparer des pentes en isolant ou autre matériel pour qu'on puisse vraiment bien drainer la toiture et évacuer l'eau le plus tôt possible. Et tandis que la membrane elastomère, les compagnies comme Soprema, ICO, c'est des compagnies qui recommandent pas plus que 4 jours. 4 jours maximum d'avoir une stagnation d'eau. Si le drain est ici, puis la flaque d'eau est ici, puis ça va prendre, comme j'ai vu par exemple à plusieurs endroits, c'est sûr que la membrane de finition, le granule qui protège le bitume, il va décoller et puis à ce moment-là, on est obligé de refaire la membrane de finition. Et j'attire l'attention de Daniel, c'est que plus qu'on a des pentes, oubliez ça, le 1%, là, oubliez ça. La MCQ recommande 2%, mais si vous êtes capable de faire 3%, c'est l'idéal, avec des crépines qui font une évacuation d'eau importante. C'est vrai que ça coûte plus cher, puisque plus que je fais des pentes, 3%, 4%, 5%, bien plus que j'augmente mon prix par rapport à la toiture. Parlons un peu de contrat. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ça, les pentes, M. Fallard. C'est vous qui décidez de la pente, M. Fallard. Exact. Et là, ça, c'est suite à l'expérience de l'ancienne toiture. Si vraiment elle est plate, s'il y a une accumulation d'eau, c'est pourquoi nous, on prend des photos avant. Puis sinon, on peut faire ça au laser pour voir est-ce qu'il y a des pentes ou il n'y a pas des pentes. Mais s'il n'y a pas des pentes, et puis quand on fait une membrane élastomère, bicouche, ben c'est bien de valeur, l'eau va être stagnante si je ne prévois pas de pente. Oui. D'accord? Et ça, c'est la membrane elastomère n'aime pas l'eau. N'aime pas l'eau de 4-5 jours. Et puis, si vraiment il y a une stagnation d'eau, comme je disais tantôt, le secret, c'est d'avoir des belles pentes. Les belles pentes, c'est plus que 3%. 1%, c'est comme toit plat. 2% encore, mais c'est sûr qu'il faut payer en conséquence, puisqu'il faut mettre de l'isolant avec des pentes qui vont aller chercher 2 à 3%. Maintenant, les pentes qui sont exigées par la MCQ, c'est des pentes, fini le 1%, jusqu'à 2% maintenant. La MCQ, c'est Association de maîtres couvreurs du Québec, et on peut en parler quand même de la MCQ en disant que si vous payez une toiture de 200 000, et là, vous exigez de membres couvreurs de la MCQ, bien, attendez que vous allez payer 3% du coût brut pour avoir 5 ans de plus. Ça veut dire 5 plus 5. Mais en principe, vous devriez avoir 5 ans de garantie minimum d'un couvreur pour une toiture. Sinon, 5 ans? 5 ans.
OK. Attendez, quand je dis 5 ans, ça veut dire pièces, comme on dit en bon jargon, c'est pièces et main-d'œuvre. Okay. D'accord? Je comprends. Et la membrane, elle est garantie par la compagnie 15 ans. Ça veut dire comme ICO, Suprema, ces gens-là qui font les membranes estomac. OK. C'est bien ça. C'est bon, la différence. Okay. Là, maintenant, les contrats. Les contrats, comme Maître Jolicoeur, il a parlé de contrat à forfait. Oui, c'est vrai, c'est le plus répandu quand même dans les contrats. Mais on a quand même des contrats qui se fassent entre architectes et syndicats. C'est des contrats pour vraiment établir les plans d'exécution. On fait l'appel d'offres et la surveillance des travaux. Mais moi, moi, je vous conseille d'utiliser vraiment le contrat qui est produit par le CDC 3, comme M. Jolicoeur a mentionné, pour la construction, et l'autre contrat qui est dans l'Association des architectes en pratique privée. C'est le AAPPQ. C'est ce genre de contrat, les deux d'ailleurs, à peu près similaires, ils parlent du contrat lui-même. En gros, je vais vous donner un résumé. Les honoraires, on parle modalité des paiements, la responsabilité de l'architecte, parce qu'à un moment donné, si monsieur de la salle, il fait 50% de la toiture, puis il dit, ben écoutez, là, moi, je suis presque fini. Ben non, il ne peut pas avoir plus que 50%. C'est temps fait, temps payé. Et qui contrôle ça? C'est le professionnel. Exact. Parce qu'au bout de la ligne, il y a un paiement selon l'achèvement des travaux. Et puis, si vraiment les travaux sont mal faits, l'architecte va être là pour faire reprendre ou corriger par le couvreur pour lui donner satisfaction, parce que l'architecte qui a le mandat du client, il représente le client. C'est l'architecte, il est entre le client et le couvreur. Après ça, si vraiment il y a une résiliation du contrat, j'espère qu'on n'arrive pas à ça. Et puis, toute la protection, elle est dans le contrat, comme j'ai parlé de AAPPQ. Et tout ça, ça donne une assurance au syndicat à cause qu'il y en a deux responsables, et l'architecte et le couvreur. Si après 2 ans, il arrive, là, il y a une infiltration d'eau, là, on va aller sur place, on va regarder qu'est-ce qui a causé l'infiltration d'eau, et puis à ce moment-là, ça sera corrigé. C'est qui va courir à plusieurs projets, et surtout des toitures, il appelle l'architecte, et l'architecte court après le couvreur, et puis la majorité sont en vie encore, ils ne disparaissent pas. Malgré le COVID. C'est important les garanties chez les maîtres couvreurs, de bien comprendre la portée des garanties. Des fois, elles sont éphémères, effectivement. Mais justement, M. Jolicoeur, qu'est-ce qui arrive, parce qu'on peut en parler un peu, qu'est-ce qui arrive si on a été pas très prudent comme syndicat de copropriété, on a conclu une entente avec un couvreur directement et il a demandé plus de déboursés qu'il devrait avoir eu, puis il ne termine pas la job. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les embrouilles commencent pour les membres du conseil d'administration qui n'ont peut-être pas agi avec toute la prudence et diligence que le Code civil exige des membres du conseil d'administration. Et dans certaines circonstances, vous savez, Mme Coussios, la responsabilité civile des administrateurs peut être engagée s'ils ont été téméraires. Tu sais, dans tous les contrats types qu'on retrouve dans l'industrie de la construction, il y a toujours des retenues contractuelles qui sont prévues lorsqu'on parle de chantier d'importance pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les hypothèques légales de construction advenant que l'entrepreneur n'est pas, dans le fond, payé un sous-traitant. C'est quand même des conséquences qui peuvent être assez dramatiques pour une copropriété. Alors, vous savez, sans un contrat de qualité, sans un professionnel de qualité qui va faire le monitoring là, des travaux, c'est plus aléatoire. Je vous parlerai dans les grands chantiers. C'est sûr et certain que la question se pose toujours dans les copropriétés. Avons-nous toujours besoin d'un professionnel? Et la réponse est simple. C'est le principe de la roulette russe. Tant que ça fait clic, 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 c'est bon.
ça ne vous saute pas au visage, mais peut-être à un moment donné, ça va vous sauter au visage. Moi, j'ai connu dans ma pratique des cas dramatiques de conseils d'administration qui se sont ramassés à payer en double les travaux parce qu'il y a des sous-traitants qui n'avaient pas été payés, en plus des frais légaux de contestation judiciaire. C'est réellement une situation qui peut amener là, une communauté à être fragilisée lorsqu'on se ramasse avec une kyrielle d'avocats qui commencent à envoyer des mises en demeure aux syndicats parce que leurs clients, à titre de sous-traitants, n'ont pas été payés. Donc, effectivement, ça prend un cadre formel contractuel, ça prend idéalement la présence d'un professionnel qui va établir la portée des travaux. Parce que si la portée des travaux, c'est un peu d'ailleurs ce que M. Delassalle nous disait précédemment, si moi je suis plus, excusez-moi l'expression anglaise, confortable lorsque j'ai un professionnel, parce qu'effectivement, il n'y a pas à se battre contre son client. Vous savez, des situations, des cas d'espèce, là, un couvreur commence à faire des travaux, puis le support de la toiture est pourri. Bon, est-ce qu'on remet une membrane par-dessus une structure pourrie? Alors, des fois, le client ne veut pas écouter parce qu'il n'a pas budgété. Il ne veut pas le faire. Ben, la membrane va être aussi bonne que la planche de bois pourrie là-dedans. Là. Alors, c'est réellement important que les administrateurs se rappellent toujours d'une chose. Ils font l'administration du bien d'autrui. Ce n'est pas leur actif. Si ça tourne mal, ils vont recevoir des reproches, puis parfois même des mises en demeure, parfois même un recours en justice. Tout à fait. Ça m'amène une question, Maître Jolicoeur, sur, vous savez, tantôt on a parlé, puis M. Fallat aussi, c'est qu'on a dit quand ça touche l'enveloppe, tu sais, c'est sûr, si je fais la rénovation des parties communes des corridors, si je n'ai pas de M. Fallat derrière mon entrepreneur, peut-être que c'est moins pire un peu que si je touche l'enveloppe. Donc, on ne parle pas de quantité de sous qu'on investit, on ne parle pas de grandeur de syndicat, on n'est pas obligé d'avoir un 20 étages pour faire appel à un architecte comme Georges Fallat. Pouvez-vous juste éclairer un peu, vous venez de le faire, mais rajouter sur le conseil d'administration doit toujours se retirer, d'enlever la responsabilité de la donner à quelqu'un d'autre, comme un architecte ou un ingénieur dans le cas des grands travaux, des choses comme ça. Oui. En fait, les administrateurs doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas substituer l'opinion d'un professionnel à la leur. Moi, là, je suis avocat. Je peux être un excellent avocat, mais un très mauvais administrateur en matière de travaux parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne connais pas ça. Alors, on revient toujours, puis le code est très clair. Le code, il y a une grande sagesse dans ce code civil-là, c'est de rappeler aux administrateurs qui sont des mandataires du syndicat, la notion de mandataire, le mandant, qui est le mandant, c'est le syndicat qui peut faire le reproche à ses mandataires de ne pas avoir agi avec toute la diligence et la prudence requises. Alors, je reviens toujours au principe très simple. Pourquoi, comme administrateurs, alors que bien souvent ils agissent comme bénévoles, vont-ils prendre le risque associé à une mauvaise décision dans des travaux d'importance? Puis l'autre chose aussi qu'il faut se rappeler, surtout lorsqu'on parle d'étanchéité, la glace est mince en matière d'assurance. Vous savez, Mme Couture, on en a parlé dans des autres émissions, on est dans un marché où l'offre est de plus en plus minimaliste. On se souvient qu'on avait 11 assureurs il y a 10 ans, il nous en reste à peine 6. Il y a des fusions d'assureurs, etc. Donc, l'offre est moins grande. Et la tolérance aux dégâts d'eau chez les assureurs, elle est minimaliste. Minimaliste. Alors, si vous avez malheureusement décidé de ne pas retenir les services d'un professionnel, puis vous avez un dégât d'eau, bien, au-delà de se taper des doigts en disant qu'il va falloir refaire des travaux, bien, ça se peut que dans votre historique de sécurité, vous soyez hypothéqué et vous allez peut-être vous ramasser avec des franchises qui vont passer peut-être de 5 000 à 50 000, peut-être 100 000. Donc, vous allez devoir vous construire un fonds d'auto-assurance à la hauteur de la franchise, sans compter l'augmentation de la prime d'assurance qui va vous être mise sur les épaules pendant des années. Alors, ça ne vaut pas la peine. Honnêtement, là, quelqu'un qui voudrait me convaincre que le rôle d'un professionnel dans l'enveloppe de bâtiment n'est pas utile, c'est une dépense de trop. Non, c'est un investissement. Si je peux rajouter là-dessus, c'est qu'en fait, quand on choisit de prendre un professionnel
sur le dossier, comme Georges, et c'est que le conseil d'administration s'enlève le tracas de dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment je fais pour savoir qui m'offre la bonne soumission, parce que si on regarde juste en question de prix, c'est facile pour Daniel de la Salle de mettre moins cher pour avoir le contrat avec pas de supervision, puis que les gens vont choisir votre soumission au lieu d'une autre. Mais c'est sûr que c'est important de mettre l'accent sur l'enveloppe du bâtiment pour plein de raisons, parce qu'on ne veut pas avoir notre sinistralité qui augmente. On ne veut pas que nos copropriétaires, qu'il y en ait qui souffrent parce qu'on n'a fait pas notre travail comme il le faut comme administrateur. Et on veut s'assurer que l'argent qu'on a investi soit bien investi et non pas pour être refait au lieu de dans 15-20 ans, qui a été refait après 10 ans. J'ai une autre question pour une des auditrices qui a posé une question sur comment on fait pour savoir un toit qui manque de ventilation. Dans le fond, c'est une bonne question. Le code, premièrement, toiture en pignon, c'est bien ça? Si on regarde une toiture en pignon, il faut que la température à l'intérieur, au-dessus de l'isolant, qu'on prend un thermomètre, puis on les mesure, cette température, elle devrait être plus ou moins ou égale à 4 degrés avec l'extérieur. Exemple, s'il fait 20 degrés dehors, dans l'entretoit idéal, il faut avoir 20 degrés Celsius. S'il fait à l'intérieur 24 ou 16, c'est un peu acceptable. Mais l'idéal, température extérieure égale à la température intérieure. Et pour le mesurer, on peut prendre un thermomètre, le suspendre sur une ferme de toit, et puis on le laisse peut-être 3 le matin, le midi, le soir, et puis on a un autre écart de température par rapport à l'extérieur. Ça, c'est surtout dans un toit en pignon. En pignon. Ça, quand on se rend compte, M. Falla, qu'il y a des bardeaux qui commencent à se friser un petit peu, il est un peu tard pour qu'on se rende compte qu'il y a une mauvaise ventilation dans notre toiture. Exact. C'est un indice quand même. Quand le bardeau commence à crisper, il faut poser la question sur la ventilation et le rapport dans les toits pignons, c'est 1 pied sur 300 pieds isolés. OK. Oui, là, c'est. On a une autre question. Il y a un entrepreneur licencié a une caution à déposer à la RBQ pour garantir, rembourser un syndicat qui aurait eu une mésaventure avec un entrepreneur. Qui peut me répondre là-dessus sur la RBQ? C'est quand on dit à nos administrateurs, assurez-vous qu'il a une licence RBQ, c'est la base. C'est la base, en fait. Oui. En fait, on traite la question sur le site Pôle légal, sur la notion de licence d'entrepreneur. De mémoire, effectivement, la régie, la loi sur le bâtiment exige qu'il y ait production d'une caution de la part d'un entrepreneur pour avoir sa licence comme entrepreneur, sauf les entrepreneurs qui font des travaux dans le cadre d'un plan de garantie maison-neuve obligatoire. De mémoire, c'est 50 000 qui est exigé sur cette question-là par la régie du bâtiment. Peut-être, Gabriel, on a, je pense, l'information sur le site Pôle légal là-dessus. Oui. Un mot là-dessus, si vous permettez. Mettons, quand je fais une toiture, et puis à ce moment-là, on s'adresse à 3 couvreurs. Moi, je vérifie toute RBQ au niveau d'assurance responsabilité et puis assurance chantier. Bonne question, M. Falla ou Daniel. Quel genre d'assurance responsabilité un couvreur d'ampleur a besoin d'avoir combien d'assurance responsabilité pour qu'un conseil d'administration soit tranquille? Écoute, moi, j'ai une assurance de 2 millions pour le feu, le dégât d'eau, pour toute responsabilité. Je te prends, mettons un exemple, un rouleau tombe en bas et il tombe sur un auto. On a des assurances responsabilité pour ça. C'est une assurance qui enveloppe toute l'entreprise avec pour le feu, l'eau, comme je disais. Si quelqu'un passe sur le trottoir, il reçoit un morceau. Ça, on est couvert aussi. C'est des assurances qui sont assez dispendieuses, je te dirais. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est obligatoire par la régie du bâtiment. La RBQ, comme on parlait tantôt. Moi, la RBQ, je suis membre d'une association pour mon cautionnement.
exigible. Moi, je suis entrepreneur spécialisé, donc il m'exige un cautionnement de 40 000 que mon association me fournit avec ma licence. OK. OK. Fait que ça, Georges, c'est le genre de toute vérification que vous allez faire sur les entrepreneurs. Mais de toute façon, j'imagine que, bon, il y a des entrepreneurs que c'est vous qui décidez de convoiter pour ces travaux. Est-ce que le syndicat peut vous demander, bien, nous, on connaît un couvreur comme Daniel de la Salle, est-ce qu'il pourrait faire la soumission? Quand vous faites des travaux, est-ce qu'un partage des gens qui arrivent pour soumissionner, c'est tout Georges Falla qui les invite ou comment ça fonctionne? Ah, ben c'est les deux, hein, c'est les deux. Moi, j'ai pas mon entrepreneur. Il faut comprendre qu'on a un réseau, qu'on le fait travailler. Oui. Et puis, exactement, c'est une des questions. Dans tous les travaux que je le fais en copropriété, je demande au syndicat s'ils ont quelqu'un qui le font confiance. D'accord? C'est important, oui. Ça, parce que, voyez-vous, je suis en train de faire l'enveloppe du bâtiment à cause de la loi 122. Et puis, je demande toujours au syndicat si vraiment ils ont un homme de confiance, un entrepreneur de confiance pour vraiment le faire soumissionner. Sinon, ben, on fait 3 soumissions par invitation. J'exige tout ce que, avec les plans, avec tous les papiers officiels. Après ça, j'analyse toutes les soumissions, puis je l'envoie tout ça au syndicat. Je ne prends pas de décision. Je suggère. OK. Je suggère le plus bas soumissionnaire. J'ai confiance en mes plans. C'est prétentieux ce que je dis, mais d'après plusieurs années, on n'a pas eu un genre de « Ah, c'est pas prévu dans les plans ». Parce que vous savez quand même, on n'est pas au ministère du Transport, on n'est pas des Travaux publics pour dire « Ah, c'est un extra pour telle ou telle affaire ». Non. Non. On essaye le plus possible d'avoir des plans précis. Et on essaye quand même à prévoir l'extra. Exemple, les parapets, on sait très bien comment c'est fait en bâti de bois, mais ce n'est pas vrai le couvreur. Si vraiment il y avait bitume sur le parapet, qui va accepter de le coller par-dessus. Donc, on prévoit de mettre contreplaqué, puis tous ces éléments pour que ça soit clair pour le syndicat et le rassurer et lui donner quand même un bon travail. Pour vraiment, exemple, toiture ou même la réhabilitation des façades suite à l'inspection des façades qu'on fait dans les bâtiments de 5 étages et plus. Merci. L'autre question est pour Maître Jolicoeur. Maître Jolicoeur, quand vous savez, vous allez beaucoup avec des conseils, vous présidez des assemblées, tout ça, souvent, corrigez-moi si j'ai tort, mais je trouve que les copropriétaires ont beaucoup de difficultés à comprendre l'investissement dans les frais d'un professionnel comme Georges pour amener à bien un projet d'enveloppe, donc un projet de restauration, peu importe. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme filon à nos administrateurs pour essayer pas de les convaincre parce qu'ils ont la responsabilité de décider, mais convaincre les gens qui ont fait la bonne chose d'investir une somme en confiant le mandat à un professionnel? Dans un premier temps, il faut savoir, comme copropriétaire, il faut leur rappeler qu'un jour, ils vont vendre leur appartement. Puis ils vont le vendre avec garantie légale. Donc, c'est évident que si les travaux ont été faits de qualité, faits de la bonne façon, ils vont limiter le risque un jour de recevoir une mise en demeure d'un acheteur leur disant, écoutez, on vient de découvrir, il y a 5 ans plus tard, un vice de conception sur la toiture, elle a été mal faite, où les travaux ont été mal exécutés. On vient de perdre la couverture d'assurance parce qu'on est en dégâts d'eau à répétition. Alors, pour un copropriétaire, il y a une certaine paix d'esprit à la revente, de limiter le risque en termes de recours pour les vices cachés qui sont quand même assez importants en matière de copropriété parce que tout ce qui est en zone de vice dans les parties communes, bien, chaque propriétaire vendeur en est responsable. La problématique peut exister sur la toiture au 18e étage, même si vous demeurez au premier. Si jamais il y a un appel de charge particulier pour refaire tout ça, bien, vous risquez d'être interpellé à la vente. Au-delà de ça, puis là, je me répète, on est dans un marché catastrophique en assurance. Quand je dis catastrophique, on ne trouve plus d'assureurs. Imaginez là, que les travaux mal exécutés constituent la goutte
qui fait déborder le vase d'eau, puis que vous ne trouvez plus d'assureur. Plus d'assureurs en copropriété, puis je le vis là, à chaque année, ben, c'est une perte de sa valeur économique de l'appartement. Qui va vouloir acheter un appartement dans un immeuble où il n'y a plus d'assurance? Puis, pensez pas, là, pour ceux qui nous écoutent ce soir, que je suis dans la machine à faire peur. Je vis là-dedans au quotidien en matière de copropriété. Alors, tout ça nous amène à dire qu'est-ce que c'est de la gestion en copropriété? À quoi ça relève la gestion? Bien, ça relève également de la gestion de risque. On gère, on essaie de limiter les risques associés. Alors, un bon professionnel, il ne faut pas le voir comme une dépense en ce qui a trait à ses honoraires, il faut le voir comme un investissement, il faut voir comme une paix d'esprit et surtout, une capacité de limiter le coût des travaux d'entretien du bâtiment parce que c'est sûr et certain que si les travaux sont mal faits, ça va peut-être générer des travaux additionnels, voire même un remplacement accéléré, puis forcément une cotisation spéciale. Quand qu'on veut considérer qu'on a choisi le bon entrepreneur, je vais revenir à Daniel dans 2 secondes, mais c'est sûr que si je n'ai pas de plans et devis, on entend souvent la phrase dire comparer des pommes avec des pommes et non pas des pommes avec des oranges ou avec des bananes. Bien, c'est sûr que le commun des mortels ne peut pas bien comparer des soumissions quand il regarde juste 3-4 appels d'offres qu'il a fait à n'importe quel couvreur et qui se dit, bon, ben, c'est DLS qui est le moins cher, c'est lui qu'on choisit. Comme administrateur, on ne peut pas savoir si c'est la bonne qu'on a choisie ou pas. Je ne sais pas si je trouve encore qu'il y a assez des gens qui font ça, d'aller faire des soumissions, puis après ça, de choisir souvent le moins cher. Pas tout le temps, mais souvent. Puis même s'ils ne choisissent pas le moins cher, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas payé plus cher pour rien. Monsieur Fallon l'a dit tantôt, quand j'ai fait mes plans et devis, j'ai des soumissions, puis je vais suggérer des chances que je suggère le moins cher parce que j'ai confiance en mes plans. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir confiance en notre choix de travaux. Est-ce que je fais fausse route ou je suis dans le bon sens? Dans le bon sens. Juste un petit mot. Oh, excuse. Juste un petit mot là-dessus. Il y a 1 mois, j'ai eu 3 soumissions pour faire une toiture. Tenez-vous bien, 175 000, 210, 375. Lequel vous prenez? Il n'y a pas de plans et devis. C'est ça. On me demande votre avis, M. Fallard. Ben, j'ai posé la bonne question. Est-ce que vous avez des plans? C'est la base, dans le fond, pour que tous les couvreurs, et j'imagine, M. Lassalle, il apprécie quand il sait que la superficie est là, le soleil passe en montant en arrière. Tous ces détails sont faits sur nos plans et il ne posera pas de questions. Si vraiment il n'y a pas de détails, bien là, il va revenir à l'acheteur pour lui dire, bien, monsieur, comment on peut faire ce détail? C'est clair et net dans les plans. Fait qu'à ce moment-là, dans 175, 210 puis 375, ben moi, j'ai dit, madame, à votre place, je choisis personne. On ne fait pas de travaux. C'est ça. Mais Daniel de Lassalle, justement, ce que Georges vient de dire, c'est que dans le fond, c'est beaucoup plus facile pour vous de bien soumissionner quand vous avez un plan de devis qui vous arrive dans tout préparé à l'avance, puis vous arrivez beaucoup plus, peut-être un peu moins d'énergie à mettre sur l'offre de service que vous allez présenter, puis vous savez très bien que c'est exactement ça que ça prend. Exactement. Puis en même temps, on se dit que le concurrent va soumissionner la même chose que toi. C'est ça. Il n'en verra pas, parce que j'écoute, ça fait 29 ans de métier que j'ai, puis malheureusement, j'en vois du monde qui m'ont arrivé, ils m'ont dit, Daniel, comment ça que tu es 3 000 plus cher, mettons, pour un 25-30 000 de contrat? Souvent, c'est dur à expliquer pourquoi tu arrives plus cher, l'autre pourquoi il est moins cher. Mais bien souvent, dans notre métier, malheureusement, c'est pas un métier qui est checké, entre guillemets. Le client, souvent, ne monte pas en haut. Non. Le client a peur. Il ne monte pas en haut. Il dit, je te fais confiance, vas-y, fais-la.
Puis il y a bien des compagnies que je te fais confiance, vas-y, fais-la. Ils se disent yes, sir. Mais excuse-moi, Daniel, quand même que les gens monteraient sur le toit. On ne connaît pas ça. Oui, mais tu sais, j'ai des clients qui sont. Moi, je prends des photos. Les clients qui ne montent pas en haut, je prends des photos de A à Z. J'envoie à chaque fin de journée, j'envoie un topo de photos à mes clients qui connaissent ça ou qui ne connaissent pas ça, comme je l'ai dit. Ça, toutes ces photos-là, vous mettez ça d'un fichier, d'une enveloppe ou whatever. Il va avoir force à votre vente de votre immeuble. Tu sais, à la vente de l'immeuble, ils vont faire inspection. Ils vont donner toutes ces photos-là à l'inspecteur, que lui va regarder, il va dire, mon Dieu Seigneur, c'est correct. Il a bien effectué les travaux. Souvent, les contrats que je prends, moi, c'est je te dirais à 80%, c'est du bouche à oreille. OK? Parce que quand j'y vais pour soumissionner quelqu'un qui ne me connaît pas, il va prendre 3-4 compagnies, comme on parlait tantôt, puis là, il va avoir des prix, comme Georges disait, là, de l'ordre ça n'a pas de sens. Mais souvent, le client va au moins cher. Puis malheureusement, je reprends des jobs, beaucoup. Je te dirais, là, je dois avoir un 15 à 20% de jobs que je reprends de monde qui me disent on l'a fait faire là 5 ans, on l'a fait faire là 4 ans. Puis le couvreur, on l'appelle, il n'est plus là. Il n'y en a plus de couvreur. C'est ça. C'est au moins cher. Mais il y en a 20 qui vont passer puis qui vont se faire l'expression, un moton d'argent en 4-5 ans en chargeant bien moins cher, mais en faisant des travaux de botch insensés. J'en vois, comme disait Yves, je vis là-dedans à tous les jours depuis 29 ans. J'en vois tellement. Ça en est plate. C'est pour ça que je me référais à un Georges qui va faire des plans de vie ou un client qui va se référer à Georges ou à un autre architecte tierce. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime voir. Moi, c'est ce que j'aime voir parce que je ne suis pas là pour 5 ans, tu comprends? Je suis parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, puis j'aime donner au client la satisfaction. Quand le client me regarde et il me dit, Dan, on a besoin de toi pour ces travaux-là, on va se fier sur toi, ben c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut en tant que client, pouvoir se fier sur un professionnel comme nous autres. Oui, tout à fait. Puis c'est ce que les gens doivent rechercher. Il est déjà 8 heures. On a déjà, puis je savais qu'on manquerait de temps, c'était évident parce qu'on parle de quelque chose de très émotif. On investit beaucoup d'argent dans les travaux. Ceci étant, on pourra refaire une autre émission. La seule dernière question que j'avais, elle est revenue 2 fois, c'est qu'il y a des gens qui ont des toitures qui peuvent être faites, qui peuvent se faire en deux fois. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Georges, de faire des travaux de toiture en 2 étapes? Ah, bien, ça dépend. Si, par exemple, si on prend les toits en pignon, bien, il est possible, je ne sais pas moi, au-dessus du garage ou au-dessus d'une chambre, ben, c'est possible de le faire s'il est divisé. OK. OK? Mais s'il n'est pas divisé, ben, il est possible encore qu'on arrive jusqu'au feutre et puis qu'on l'enrobe, celui-là qu'on le change. Si c'était toiture plate, ben là, à ce moment-là, quand on va le diviser en 2, il faut qu'on fasse des murs mitoyens. C'est comme des murs nains. Si on a des toitures de 7-8 000, et puis à ce moment-là, on va les séparer en 3 bassins, comme on dit. Oui. Ben là, il faut mettre des murs nains. C'est des petits parapets, dans le fond, pour les séparer. Et c'est plus sûr de faire ça que de vraiment d'empiéter d'un bassin à un autre avec une simple membrane. OK. Mais ça, là, Georges, quand on est rendu là, on appelle un professionnel avant de prendre cette décision-là. Absolument. Peut-être, il faudrait également rappeler que le syndicat a lui de tenir un registre. Dans ce registre, on doit produire les plans et devis, les contrats qui sont exécutés. Alors, ça doit également être précieusement conservé, cette documentation contractuelle, tant des contrats qu'on a octroyés, tant également du mandat accordé au professionnel. Tout ça, ça doit être conservé de façon méticuleuse au registre parce que ça prend de l'ordre, parce que cette toiture-là va être bonne peut-être pour 10, 15, 20, 25 ans. Alors, d'où l'importance d'avoir toute la documentation contractuelle au registre de la copropriété. Tout à fait. Puis ça me permet juste d'ajouter avec ce que vous venez de dire, Maître Jolicoeur,
c'est aussi l'entretien. On a parlé ce soir des travaux quand on les fait là, mais on pourrait aussi parler dans une prochaine émission de l'entretien d'une grande composante comme une toiture, puis ces choses-là. C'est important aussi. On a beau investir une journée 1, mais si pendant 20 ans, on ne lui donne pas d'amour, ben, elle va peut-être avoir une usure plus prématurée que ce qu'on aurait pu étirer si on l'avait bien entretenu. Alors, merci à mes chers collaborateurs ce soir. Maître Jolicoeur, merci beaucoup toujours de prendre votre temps pour être avec nous. Merci, Georges Fallat de Gapi Immeubles de nous partager votre expertise qui est assez large et on espère que les syndicats de copropriété font appel à vos services. En tout cas, moi, j'en ai déjà qui font appel à vos services dans vos clients. Daniel de la Salle, merci beaucoup de Toiture DLS ce soir, d'avoir été avec nous pour nous expliquer. Puis on pourrait en parler encore en long et en large, mais on invite nos auditeurs à faire affaire avec des professionnels comme Georges, comme Maître Jolicoeur et des professionnels comme entrepreneurs, comme des gens de la trempe de Daniel de la Salle et de Toiture DLS. Merci beaucoup à vous tous ce soir. On vous invite aux prochaines 2 web radios. Là, on a un petit fine-tuning d'agenda de faire, mais les 2 prochaines sont très importantes, dont la professionnalisation du métier de gestionnaire. On commence à parler beaucoup de ça dans le marché. Donc, soyez des nôtres. Et la fin du mandat de l'administrateur. Ça aussi, c'est important. Ceci étant dit, on a de la difficulté, on a à peine à trouver des administrateurs et il y en a qui s'impliquent, puis à un moment donné, ils ne peuvent plus continuer pour différentes raisons. Donc, on va couvrir ces 2 sujets-là. Ça devrait être le 8 juin et le 15 juin. Vous allez recevoir de la documentation sur notre cher Gabriel va vous faire suivre des informations pour que vous soyez des nôtres. Donc, merci encore à vous 3 avec moi. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Et bonne fin de soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à vous tous.